Je vais passer la parole à Monsieur Yves Monteil pour nous parler un peu de ce que nos cousins géographes amènent comme grain de sel dans l'affaire. Voilà, merci. Bonjour à tous. Alors, la particularité par rapport aux intervenants précédents, c'est que je ne suis pas historien, même si j'ai fait des études universitaires dans un autre domaine. Je suis photographe, photoreporter, photographe documentaire, photojournaliste, vous choisirez le terme. Et depuis quelques années, je m'attache à faire des enquêtes documentaires en photographie. J'ai mené un travail sur le maintien de l'ordre en France pendant quelques années. Et depuis 3 ans maintenant, je travaille sur le massacre de Tiaroy. Et il y a d'ailleurs quelques similitudes entre mon travail préalable sur le maintien de l'ordre et ce qui s'est passé à Tiaroy. On a aujourd'hui un héritage, notamment sur les versions officielles qui aujourd'hui sont dans le domaine du maintien de l'ordre, très comparable à ce qu'on a pu observer à Tiaroy. Pour avoir étudié pendant 3 ans ce sujet, je n'ai par exemple jamais pris pour argent comptant un rapport de préfecture, comme je me suis méfié de la même manière des rapports des officiers français. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me délocaliser sur la droite parce que mon intervention, je suis un homme d'image, donc est avant tout visuel. Et comme pour Tiaroy, je n'ai pas pu ne faire qu'un livre photographique, comme normalement le photojournalisme le permet, c'est-à-dire normalement photo-légende avec un travail préalable pour raconter une histoire. Là, j'ai ajouté à mon travail en cours des infographies et des cartographies grâce notamment au concours des travaux d'Armel Mabon. Et je voudrais aussi remercier, je sais que je l'ai vu tout à l'heure, Mansour Kébé, qui il y a quelques années, en regardant mes premières cartographies, m'a encouragé à poursuivre. Pour rappel, Mansour Kébé est l'un des premiers à avoir fait des recherches autour du scénario de Boubacar Boris Diop et de Ben Diogaye Bey. Donc je le remercie pour ces encouragements qui m'ont poussé à continuer. Donc je pense que j'ai prévu beaucoup trop. Je vais passer des infographies et des cartographies. Je m'arrêterai sur celles qui peuvent être le plus intéressantes pour vous ici. Je pense notamment à une cartographie du camp de Tiaroy qui m'a pris de nombreux jours, de nombreuses heures et qui est la superposition de tout ce qui existe sur le camp Tiaroy, c'est-à-dire des archives cartographiques et des photos aériennes du SHD, du Service historique de la défense en France, mêlées à des plans militaires dont on a la connaissance grâce au rapport. Et aussi, il y a des outils aujourd'hui satellites qui permettent de très bien situer où étaient les baraques, où s'est déroulé le massacre. Et la question des fosses communes aussi avec les endroits supposés. Donc peut-être on peut baisser un peu la lumière, je vais me mettre là, et puis s'il y a des infographies et cartographies sur lesquelles je passe et qui vous intéressent, on pourra échanger plus largement plus tard. Alors j'ai oublié de dire que le titre provisoire de mon livre est emprunté à Pape Samba Diop qui a parlé en premier tout à l'heure. Fetchi Warma, lui, il l'appliquait aux tirailleurs de Tiaroy. Comme mon livre englobe aussi la création des tirailleurs jusqu'au massacre, j'ai pensé bon que le titre s'applique aussi à toute l'histoire des tirailleurs. Et j'ai entendu parler tout à l'heure de la corderie de Morlaix, là où les 315 qui n'ont pas embarqué ont été cantonnés. La photo que vous voyez en fond, c'est un détail de la structure qui est actuellement sur la corderie de Morlaix. Donc, je voulais commencer avec une première cartographie. On entend beaucoup parler du nombre de morts à Tiaroy. J'ai
J'ai répertorié, alors c'est pas exhaustif, un certain nombre de chiffres. Donc vous voyez le spectre est large, de 22 morts. Alors je vais pas vous donner tout le détail. 22 morts. On a par exemple le 2 décembre 44 le consul général britannique, le colonel Carbillet et non le colonel Carbillet donne 24 morts le 4 décembre. Bon, je vous passe les autres chiffres. On a les fameux 35 morts de Dagnan et les 70 dans un autre rapport. Hollande fera la même chose puisqu'en 35, il parle de 35 morts en 2012 et en 2014 de 70. Ensuite, alors on me redélocalise. On peut retrouver aussi le chiffre de 100 morts. Alors ça, grâce aux recherches de Mansour Kébé, toujours, il faut savoir qu'il y a des journaux qui, peu après le massacre, quelques jours après, de manière satirique, parlent déjà du massacre de Tiaroy sans le nommer. Et on retrouve ce chiffre de 100 morts dans le journal Le Réveil. Alors je ne vois pas la date parce que je l'ai pas à droite, c'est le 4 décembre de mémoire. On a dans les rapports aussi un tract qui traîne, un tract anglais destiné aux Américains où le chiffre de 115 morts est évoqué. Le chiffre tout à l'heure de Mbaye, je ne sais pas si c'est celui-là qui a été cité de 156 morts. Martin Moore, Armel Mabon, on le sait, sont plus sur 300, 400. Dans mon infographie, j'ai laissé le chiffre de Sem Ben Ousmane qui déclarait dans le journal La Vie en 88 qu'il y avait potentiellement eu 380 morts. Et je pense qu'il était, en tant qu'ancien tirailleur, et pour préparer son film, bien renseigné. Voilà, je passe assez vite. Alors une infographie, c'est comment en un visuel essayer de rendre compte, en l'occurrence, du mensonge d'État sur le non-paiement des soldes. Alors, je vais aller doucement, regardez bien tout en haut. Je vais essayer peut-être de zoomer, si vous voulez. Le 21 octobre, on a cette fameuse circulaire 2080, pardon, qui nous explique que le paiement doit se faire un quart en métropole et trois quarts à l'arrivée. En dessous, suivez bien, hein, le 5 novembre, on est donc au départ de Morlaix. Les tirailleurs n'arrivent à Dakar que le 20 novembre, mais pendant qu'ils sont en mer, un télégramme du ministère de la Guerre du 6 novembre déclare que le paiement sera maintenant fait intégralement avant le départ en métropole. Donc, arrivé le 21 novembre à Dakar, la date du massacre, vous la connaissez, le 1er décembre, et 3 jours après le massacre, cette mesure, c'est-à-dire celle du 16 novembre, a déjà été appliquée au détachement parti de France le 5 novembre. Donc, normalement, avec ces trois dates et ces trois titres, vous comprenez très vite le mensonge apparaître, avec en plus le général Dagnan qui, le 5 décembre, dit dans son rapport qu'il n'avait pas été fait application des dispositions de la circulaire 2080, donc souvenez-vous, la première, au détachement qui n'avait pas été fait, application des dispositions de la circulaire numéro 2080. Voilà rapidement sur l'histoire des soldes qui va de pair sans doute avec les dates de départ. On se rend compte que la date d'embarquement a lieu le 4 novembre à Morlaix, le départ le 5, mais que sur l'état signalétique des tirailleurs, cette date-là, paradoxalement, est très mal reportée. Parmi les tués à Tiaroy, Mbab Senghor, Ngondour et Ibrahim Ndiaye, parmi les condamnés que je vous cite pas, la date du 1er novembre est reportée, ce qui permet peut-être de dire que les autorités militaires se sont dit si un jour on vient nous chercher sur cette date du 5 novembre, on pourra toujours dire ils ne font pas partie de ceux qui seront partis le 5 novembre. Et pourtant, on a la confirmation
je vous lis, il est constant que la lecture du rapport Quinchard est sans équivoque, pardon. L'embarquement à bord du Circassia a eu lieu le 4 novembre au matin. On a aussi les archives du Circassia qui nous confirment que le départ a bien eu lieu le 5 novembre. Et aujourd'hui, toujours, nous sommes en 2023, le ministère des Armées français répond: le SHD a considéré que les recherches effectuées n'ont pas permis de déterminer la date d'embarquement au 5 novembre 1944. Donc, on n'avance pas bien vite au niveau du ministère des Armées. Et aussi, il y a eu d'autres dates fantaisistes, le 11 novembre pour un certain nombre de rescapés, dont Souleymane Doucouré, dont le fils est ici présent. Oui, parce que j'ai oublié de dire que dans mon livre, j'ai également effectué une vingtaine d'entretiens de gens concernés de près par Thiaroye, artistes, historiens et autres descendants. Et on a même des dates encore plus excentriques avec Doudou Diallo, dont la fille est ici présente aussi, qui a une date de départ le 12 novembre, Kotou Diakité le 13 novembre, et encore plus extravagant, Ibou Senghor, qui serait parti de Nantes le 19 novembre. Voilà pour ce qui relève pour moi de la supercherie. J'avance un petit peu, je ne vais pas m'attarder parce qu'on en a un peu parlé sur le nombre de rapatriés. Sachez qu'en vert, c'est l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on a un chiffre de 1950 à 2000, on va dire, tirailleurs au départ de Morlaix, et qu'en enlevant les 315 qui n'ont pas embarqué, on est autour de 1600 à 1635. Les services de renseignement, je vous passe leurs calculs, partent de 2400 pour arriver à 1800 avec des erreurs de calcul en plus pour un final à 1300. Et en orange, c'est ce que reprennent les différents rapports ou même le gouverneur général de l'AOF, ce fameux chiffre qui varie entre 1200 et 1300 en passant par 1280. Je continue. Ça, on l'a vu. Alors ça, c'est pour vous montrer un peu le travail. C'est une liste brute qui a été faite à partir de 1, 2, 3, 4, 5 sources des condamnés de Thiaroye. Et à partir d'une liste comme celle-ci, où j'ai répertorié nom, prénom, âge, année, père et mère de ces condamnés, le grade, le matricule, le lieu de naissance et le détachement d'où ils venaient, on peut affiner après cette liste. Vous la voyez, là, vous trouvez la liste des 34 condamnés ici et des 15 inculpés en dessous, ce qui fait au départ 49 personnes inculpées. Si on se penche un peu plus sur les 34 condamnés, voilà, avec quelques calculs assez simples, ce à quoi on peut arriver. On peut dire que la moyenne d'âge des 34 condamnés était de 31 ans, avec deux qui étaient nés en 1904, qui avaient donc 40 ans en 44, et puis le plus jeune qui, de mémoire, s'appelle Paul Niagne, qui est déjà qui se fait remarquer à la flèche parce qu'il aimerait bien aller se balader alors qu'on les cantonne avant le départ. Bref, Paul Niagne qui a 21 ans et qui est le plus jeune des condamnés. Toujours sur les condamnés, avec des petits graphiques, j'ai oublié des graphiques en anneaux, parce que je suis pas infographiste ni cartographe, j'ai appris sur le tas. On se rend compte que en mêlant les condamnés et les inculpés, 22 venaient de Versailles, 18 de Rennes et 9 de La Flèche. Parce que vous avez souvent La Flèche, Rennes et Versailles, mais là, ça vous permet de voir le découpage et le détail. Concernant leur grade militaire, on se rend compte qu'il y a toujours un condamné et inculpé qui a 18 secondes classe, deuxième classe, 17 première classe, 11 caporaux, 3 sergents, 2 maréchaux des logis et 1 brigadier. Donc c'est assez varié. Il y a autant il y a des gradés et aussi des soldats de première classe et de deuxième classe. Je continue parce que je voudrais vous en montrer le plus possible. Toujours concernant ce procès, l'acte d'accusation du 13 février 45. Je vois pas ce que j'ai à gauche. Je peux pas enlever ça sur mon. Ah oui, voilà. Je vous mets à gauche. J'ai pas le temps de tout lire. C'est-à-dire ici, vous avez rébellion commise par des militaires armés au nombre de 8 au moins.
provocation de militaires à la désobéissance, outrage à supérieur à l'occasion du service et refus d'obéissance. Donc si on découpe, on se rend compte qu'ils sont 3 à avoir été condamnés à la provocation à la désobéissance. Je passe les outrages 3, refus d'obéissance 12, et le plus grand nombre ont été à tort condamnés à la rébellion commise par des militaires armés au nombre de 8 au moins. Ils sont 29 à avoir cette sanction au-dessus de leur tête. La liste est à droite et certains ont même cumulé. On voit par exemple Antoine Abibou est dans la case refus d'obéissance, rébellion commise par des militaires armés et également outrage à supérieur. Ils sont un certain nombre à avoir plusieurs chefs d'accusation. Si je poursuis... Excusez-moi, je vous laisse encore 2-3 minutes. Alors, je vous montre juste une carte alors, pour finir. Par contre, je suis bloqué au niveau de mon truc là. Je vais vous montrer la cartographie du camp. Voilà, voilà, on y arrive. Regardez ici, nous sommes en 1944. Le cercle rouge, c'est la zone du massacre. Vous voyez les baraquements qui sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5 comme dans les rapports. Le camp des mariés au-dessus, la zone verte, c'est l'esplanade qui correspond aujourd'hui au CEM Tiaroy 44. Je vous passe les détails. Le cercle rouge, très important, c'est la zone supposée de fosse commune, dévoilée plus ou moins par le général Paulus, dernier commandant des forces françaises au Sénégal, et sur cette zone sur laquelle Armel Mabon a travaillé. Un petit comparatif avec aujourd'hui. Vous retrouvez la zone du massacre ici. Vous voyez toute l'emprise de l'autoroute qui est bien venue traverser complètement la zone des baraques. Le CEM 44 qui rogne sur l'esplanade. Et puis je voudrais finir juste avec des photos aériennes qui sont ici. Un petit comparatif de photos aériennes. Regardez, en 1947, les baraques sont existantes sur les photos aériennes. Vous retrouvez toujours le cercle rouge qui est la zone du massacre, le cercle bleu, les fosses communes supposées. Et on reconnaît bien la forme du camp. Nous étions hier dans la partie nord du camp pour la célébration. Si je me déplace sur la droite, en 2005, le cercle rouge est toujours la zone du massacre. On voit les jardins qu'avait étudié Sherfati Faye avec la zone des fosses communes supposées. Si je poursuis avec l'arrivée, là on a toujours les jardins, nous sommes en 2008 et j'accélère pour arriver à 2012 où vous voyez que les travaux de l'autoroute commencent alors que les historiens avaient demandé à ce que des précautions soient prises. Rien n'a été fait. On voit que là l'autoroute, le terrassement est en train de commencer. La zone bleue des fosses communes supposées, vous remarquerez qu'elle n'est jamais touchée et qu'elle n'est jamais habitée. Ça serait peut-être intéressant dans le travail futur d'aller sonder par ici et regarder aujourd'hui, en 2024, ce qui reste de l'endroit où se situaient les baraques, avec en plus une difficulté supplémentaire ici, ce bassin de rétention d'eau qui, si jamais les fosses communes sont au niveau du cercle bleu, risque de poser problème selon les archéologues pour la conservation. Le bassin, voilà, le voilà en 2002 qui longe les fosses communes. Donc voilà, très rapidement, j'avais aussi fait une cartographie du cimetière que je vous mets en fond là. Merci. Voilà. Merci,